Il y a 20 ans, jour pour jour, Dalida se donnait la mort. Elle est restée aujourd'hui présente à la fois tant dans ses chansons qu'on entend un petit peu partout et puis dans le cœur des Français. Une grande exposition lui est consacrée à la mairie de Paris à partir du 11 mai prochain. Dalida, une vie, on en parle ce matin. Appelez-nous pour nous témoigner, pour nous dire ce qu'elle représente pour vous. On en parle avec Henri-Jean Servat. Vous êtes journaliste à Paris Match et auteur de ce magnifique ouvrage chez Albin Michel, Dalida, donc avec un très très joli texte et puis des photos inédites de oui, Dalida. Ça vient de la collection d'Orlando. Donc des très très jolies photos qu'on va voir tout au long de l'émission. Là, on la voit jeune. C'est assez drôle d'ailleurs de voir l'évolution de cette femme. Et puis on en parle avec Jacques Pessis, commissaire général de l'exposition Dalida, une vie. Le catalogue de l'exposition est aux éditions Chroniques. C'est vous qui l'avez constitué à partir de ce qu'on pourra voir au cours de cette exposition. Et je précise que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du musical et qu'il faut aller voir Piaf, une vie en rose et noir au théâtre Marigny jusqu'à fin juin. C'est un très très beau spectacle. Alors on a Henri qui nous appelle de Moselle, qui voulait témoigner. Henri, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui. Oui, la question, je connais Dalida, si on veut, quand j'étais enfant, depuis l'âge de 8 ans. Et là maintenant j'en ai 56. Je suis Dalida depuis quarantaine d'années. Et je suis même encore dans les clubs. Ah oui. Et je voudrais vous dire que je suis impatient de voir ces 2 livres qui sortent bientôt, que je puisse les acheter. On les trouve. Oui, exact. Et qu'est-ce que je voulais dire faudrait parler avec les jeunes, parce que les jeunes, ils aiment bien la nouvelle musique que Orlando a fait avec Rythmé. Et je pense que beaucoup de jeunes aiment beaucoup ça, tandis que moi, bon, j'en ai 56, j'aime aussi beaucoup. Et les jeunes, vous savez, qui vont dans des boîtes et tout, c'est-à-dire dans des discos, ils dansent sur Dalida. Et ça, moi je dis que c'est merveilleux. Et Dalida, on ne peut pas oublier. C'est impossible. C'est quand même, comment on appelle ça, l'icône. Une icône. Voyez, voilà. Et je crois que vous avez beaucoup de disques, hein, vous ? Oui, j'en ai entre 1500 disques de Dalida. 1500. Et avec tout ce que je possède, tous ces livres, des badges, des trucs d'allumettes. Un vrai fan. J'ai son premier pins que j'avais quand j'avais 8 ans, je l'ai toujours. Et on avait parlé des pins dans les années 2000, et pourtant il y en a qui est déjà bien sorti en 1957, je crois que je l'ai, et puis je l'ai toujours. Voilà. Alors, je merci. possède tout de Dalida. Merci Henri, c'est un vrai fan. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dalida était la première à avoir un fan club, la première chanteuse française en 57 à avoir un fan club. Ça n'existait pas à l'époque pour les fans. Et monsieur chante avec Dalida, et à la mairie de Paris, au cours de l'exposition, il va y avoir 3 cabines de karaoké avec les 15 grands succès de Dalida, et le public va pouvoir venir chanter avec Dalida. Et je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et effectivement, il y a encore des clubs Dalida aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours des fan clubs Dalida. Le fan club a perduré. Il a été repris dans les années 70-80 et il fonctionne très bien. Et il y a des gens qui se retrouvent régulièrement pour chanter du Dalida. Ça arrive très très souvent. Henri-Jean, sur ce témoignage, ça vous étonne pas non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, il y a toujours eu des gens qui critiquent, qui sont jamais contents sur rien. Moi, je sais que j'aime beaucoup Orlando, et je pense que vous aussi, et je trouve qu'Orlando est pour tout, je veux dire, dans ça. Et alors, on l'a accusé de calcul mercantile ou quoi, alors qu'en fait, pas du tout. C'est sa sœur, il idolâtrait sa sœur, il est le premier à dire que c'était sa première idole. Quand on demande à Dalida quelles sont les actrices que vous y aimez, elle vous cite, Eddie Lamar, et à Orlando, quelle était l'actrice? C'était ma sœur, je veux dire, c'était son idole absolue. Mais sans lui, l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a tout gardé. Elle avait tout gardé. Elle avait tout gardé depuis toujours, et il a fouillé. On a fouillé ensemble dans les archives. On a trouvé les papiers d'identité de son enfance, les mots de son enfance, les mots des chefs d'État. Et dans son placard de la maison, il y avait les robes de Dalida dans des housses qu'on a ressorties et qui seront présentées à l'exposition. Il idolâtrait sa sœur, qu'il les gardait au goût du jour en recomposant ses chansons. Pourquoi elle plaît maintenant? Parce que les chansons ont été réécrites. Ceux qui n'aiment pas ça n'ont qu'à retourner au texte original. Personne n'est obligé de le faire. Moi, je trouve que. Mais c'est assez réussi quand même. Oui, mais parfait. Puis c'est fait. Moi, je trouve que c'est fait par amour pour sa sœur qu'il idolâtrait. C'est touchant de voir ça. On crée de petits bengalis sur une branche qui s'adoraient, les enfants qui clignotaient et qui faisaient chanter. Il y a Jacqueline qui nous dit que Dalida et son frère Orlando avaient une relation très fusionnelle. Comment a-t-il géré sa carrière après la mort de sa sœur? Mais je crois, mais ils s'engueulaient comme des poissons pourris de temps en temps. Oui, mais en même temps, ils choisissaient toutes les chansons ensemble. Ils étaient inséparables. Il est devenu le premier producteur indépendant. Il a travaillé avec elle. Ils ne se sont jamais quittés. Et aujourd'hui, il a tout gardé dans son bureau. Il y a les disques d'or, les trophées et des souvenirs sur cette sœur qu'il idolâtre plus que tout, effectivement. Et à qui il a consacré sa vie. On a Brigitte du Var en ligne. Brigitte, bonjour.
Bonjour, oui, je voulais dire que j'avais découvert Dalida à la radio quand j'étais très petite. Bon, j'ai pratiquement 60 ans. On n'avait que la radio, pas la télévision. Et donc, elle nous accrochait par sa voix, déjà, par ses textes qui étaient simples et qui nous allaient au cœur, et sa musique superbe. Et on comprenait ce qu'elle disait. Et à mon âge maintenant, j'ai toujours les paroles et la musique en tête. Et quand je dois faire un exercice, nager par exemple, je chante à tue-tête, le Bambino, etc. Je n'ai jamais été fan, je n'ai jamais fait partie du fan club, je n'ai jamais acheté un disque, mais on garde toujours les chansons de Dalida dans leur cœur. Je me mets sur Nostalgie et j'écoute avec beaucoup de plaisir toutes les chansons. Ma fille les chante, mes petits-enfants, quand on est réunion de famille, qu'on me dit lève-toi et chante, je chante une chanson de Dalida parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc j'ai toujours les paroles en mémoire. Et au-delà de l'étude psychologique de Dalida, de sa vie privée, dans laquelle on n'a jamais voulu entrer parce que ça ne nous intéressait pas. Mais sa musique, ses paroles, sa voix sont inoubliables et resteront. Après, on l'a découverte à la télévision plus tard parce que la télévision est arrivée dans nos campagnes. Et alors, on l'a adorée parce que c'est une tragédienne en scène. Quand elle chantait, elle donnait des spectacles fantastiques. Et il ne faut pas avoir honte de le dire et toujours parler de Dalida, méprisant Dalida. Il n'y a pas beaucoup de gens, madame. Avec des paroles surtout décentes, jamais vulgaire, toujours juste, qu'on peut transmettre à nos petits-enfants sans honte et avec une très belle musique. Merci de ce témoignage, de ce vibrant plaidoyer pour Dalida. Mais oui, ce qu'on peut répondre à Brigitte Duvart, c'est qu'il n'y a personne. Que Dalida ait fait ricaner à un moment et encore, elle a fait ricaner que les crétins. Elle est ratée, n'aura jamais personne, ça on le sait bien. Mais je trouve que maintenant, elle est statufiée, je veux dire. Elle est statufiée et en plus, elle était comédienne même dans ses chansons. Gigi Lamoroso, qui est une de ses plus célèbres chansons, elle a demandé qu'on l'écrive pour avoir une chanson de comédie à la fin de ses spectacles. Et cette chanson qui durait 8 minutes, qui était impassable à la radio, est devenue la chanson la plus vendue de l'année 1974. Donc elle avait ces deux talents, et ces deux talents qui touchaient le cœur du public. Quand elle a chanté pour la première fois Gigi Lamoroso à l'Olympia et que personne ne la connaissait, au bout de 2 refrains, toute la salle reprenait la chanson en chœur. Je voudrais qu'on revienne à ce que vous disiez dans la première partie, Henri Jean Servat, vous disiez, je l'ai connu, j'ai vu le désespoir qui l'habitait, personne n'a pu l'aider. Elle n'a pas pu de psychiatre. Il y en a qui la connaissaient beaucoup mieux que moi et qui n'ont pas su faire grand-chose. Orlando, quand on en parle et quand il veut se livrer, parce que quelqu'un de pudique aussi, il est désespéré de ce genre de choses. Sa cousine Rosie, je veux dire, ses copains, tout étaient désespérés de ça, mais on pouvait pas ne pas. D'abord, il y avait ce qu'on racontait tout à l'heure, cette espèce de peur avec lequel vivait la famille de voir que ça recommence. Cela recommence d'une façon ou d'une autre. Et puis, il aurait été impensable que quelqu'un ne s'occupât pas ou ne prit pas ça en compte. Mais comment le faire? C'était quelqu'un d'extrêmement public. Orlando raconte qu'avec elle, il parlait jamais de sa vie privée, de sa vie sentimentale. Aussi bien que le désastre de Dalida, il venait de sa vie sentimentale, de sa vie privée. Il faut oser l'aborder, il faut oser ingérer dans les affaires de quelqu'un. Bien sûr que tout un chacun se bat sa coulpe, mais moi qui l'ai vu en allant chez elle, tout un chacun pouvait s'en apercevoir. Il suffisait de l'approcher, de la fréquenter, de voir que c'est un désespoir total. Mais elle avait un psychiatre, visiblement, elle a été suivie par des psychiatres qui n'ont pas pu la soulager. Personne pouvait y arriver. Il y avait un truc pour l'aider dans les premières années où elle a commencé à souffrir, c'était d'aller jouer aux cartes avec elle. Le dimanche, elle avait tous ses amis et elle jouait aux cartes et au Scrabble. Et moi, jeune journaliste, j'allais préparer des émissions pour Philippe Bouvard avec elle, et pour avoir l'interview, je devais jouer au rami et au Scrabble, et elle détestait perdre. C'était vraiment des moments de bonheur pour elle. Elle se sentait moins seule. Parce qu'elle était quand même très entourée. Elle avait beaucoup de monde autour d'elle. Très entourée, mais en plus, à la fin, les dernières semaines, elle s'était cristallisée sur un homme qui faisait 2 pas en avant, 3 pas en arrière et n'était pas très présent, ce qui la désespérait beaucoup. Mais faut pas croire que c'était quelqu'un de léger Dalida, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Quand on voit les conditions et les circonstances de son départ, comment on l'a orchestré, chaque seconde a été. C'est pour ça j'ai Romy Schneider, j'ai jamais su. Marilyn, on ne sait pas si c'était un acte de désespoir. Dalida, ça a été voulu, concerté. Les 20 ans après, ça n'a pas été fait par hasard. Elle a donné congé à son personnel. Elle a fait croire qu'elle faisait le tour du pâté de maison. Elle est rentrée chez elle. Elle a bu. Orlando l'a reconstitué. Elle a bu un verre elle a pris un verre de whisky dans son salon. Elle est montée dans sa chambre. Et vous savez, Dalida, moi je trouve que le plus émouvant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était cette quête désespérée de la lumière quand elle était gosse. Les restes d'une épidémie de choléra qui lui attaquait les yeux. Elle a vécu avec un bandeau. Et enfant, elle tentait de s'arracher désespérément le bandeau qu'elle avait sur les yeux. Et Dalida, tous les soirs de sa vie, a vécu s'est endormie avec la lumière allumée dans sa chambre. Le soir de son départ, elle prend son verre de whisky, elle rentre dans sa chambre, elle s'enferme, elle est toute seule, elle s'enferme quand même. Et à la façon d'une pharaone au milieu de sa pyramide, elle avait arrangé sur la table de chevet, il y avait les petits brins de muguet qu'elle avait reçus
reçu quelques jours auparavant. Il y avait tous ces objets chéris, tous ces objets qui l'entourent et tout. Elle met un pyjama de satin blanc, elle se lisse les cheveux, elle se rentre pas dans le lit, elle se cale contre on l'a retrouvée les bras ouverts comme ça. Et c'est la seule fois de son existence, cette femme qui a passé son temps à chercher la lumière de la scène, la lumière de la gloire, de la reconnaissance, et la lumière de l'éternel avec un E majuscule. Elle a ce soir-là éteint la lumière pour la seule fois de sa vie. Je veux dire, elle a pris. Donc elle était déterminée. Je veux dire, c'était réglé, c'était ordonnancé, et c'était le départ. Je veux dire, pardon, c'est pas un rapprochement facile. C'est une pharaone qui partait, je veux dire, dans son caveau, dans son tombeau. Lumière éteinte, la seule fois de sa vie. Alors moi, je trouve que c'est désespérant. Elle travaillait énormément. Grâce à Orlando, on a retrouvé les plannings de Dalida qui sont de simples bouts de carton où elle marquait les dates de ces galas. On s'aperçoit que sur 365 jours, il y avait peut-être 345 jours de galas dans le monde entier. Elle passait d'un pays à l'autre du jour au lendemain, et les quelques jours qui restaient, c'était pour enregistrer des disques. Elle n'a jamais cessé de travailler. Elle a sacrifié sa vie. Mais c'était sa vie. C'était sa vie. La chanson était sa vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait, on l'a dit, 20 ans jour pour jour après sa première tentative de suicide, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait basculer? Vous avez fait allusion à ce médecin qui n'était qui. On dit que c'est irlandais. Moi, je ne vais pas mêler de ça, mais je sais qu'elle était très très triste à votre. Je crois qu'elle l'avait invité à venir sur le tournage du 6e jour. Elle n'a jamais voulu venir. Il n'a pas voulu venir pour. Mais moi, je ne. Oui, on ne sait pas. En même temps, c'était, je crois, un aboutissement. Elle était épuisée. Elle avait des problèmes de femme de 50 ans. Elle était malheureuse, et effectivement, elle seule a décidé. Et je crois que malgré toute l'affection des siens, personne ne pouvait rien. Et elle nous a laissé des chansons tellement fortes qu'elle disait, maintenant j'ai tout fait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Même des chansons, il y a des chansons fortes et très belles, et bien sûr, mais même, moi, la chanson que je préfère, ça s'appelle Les grilles de ma maison. Oui. C'est extraordinaire. Elle a chanté, vous savez, après l'affaire Tenko, quand Tenko s'est suicidé, elle s'est jetée sur lui, le chemisier, peu importe, elle repart à Paris, traquée par les paparazzi, il y a la tentative de suicide, et elle revient à la télévision. Elle revient avec Guy Lux, je crois que c'est un palmarès des chansons. Elle a une robe blanche. Une robe blanche, c'est pas par hasard, elle a une robe en dentelle blanche comme une espèce de Sainte Bernadette Soubirous, et elle vient chanter Les grilles de ma maison. Chanson simpliste, moi c'est celle moi elle me fait pleurer quand je l'écoute. Elle pousse, c'est une chanson d'une femme qui rentre dans sa maison et l'homme qu'elle a aimé, elle pousse la grille, elle rentre. C'est un peu mélo, je veux dire, c'est un peu eau de rose et fleurs bleues. Et cette femme chante ça, et elle pleure, elle ruisselle comme une madeleine quand on chante sa chanson. Ça chante son retour à la vie, elle pense à Tenko, elle pense à. Moi je trouve que c'est tellement émouvant de voir ça, c'est quelqu'un qui. Là, on triche pas, on truque pas. Je veux dire, je mets mon. Et on voit les images sur un écran géant dans l'exposition. Et on verra ces images. On a fait un montage de ces 35 plus grandes chansons, mais monté comme un clip géant. On a mis les duos aussi, parce que les duos avec Julio Iglesias, avec Charles Aznavour, avec Alain Delon, c'est son immense succès. Et on voit dans cette chanson ces larmes couler naturellement. Car Dalida vivait complètement ses chansons, que ce soit la danse de Zorba où elle se déchaînait, que ce soit les grilles de ma maison, ou que ce soit le disco où elle se déchaînait aussi. Elle les vivait totalement. Puis, quand on parle des jeunes, Monday Tuesday, qui est une chanson qui a été faite par Toto Cutugno pour elle, aujourd'hui, elle a été reprise à la Star Academy, et les jeunes ne savent pas forcément que 20 ans plus tôt, Dalida a chanté cette chanson. On a Annie qui nous demande si elle a vraiment eu une relation avec François Mitterrand. Alors, faut dire que parallèlement à vos deux livres qui sont remarquables, mais sincèrement, où il y a des photos, où on cherche pas dans le crapoteau, il y a eu des choses un petit peu plus douteuses. Est-ce qu'elle a eu une relation avec François Mitterrand? Non, on ne le sait pas. Moi, la seule chose que je dirais, c'est que je sais qu'elle était très amie de Daniel Mitterrand, qu'elle était beaucoup plus amie de Daniel Mitterrand que de François Mitterrand. Donc, je pense que tout ça relève plutôt du fantasme de gens qui écrivent des livres. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien, on n'a pas parlé. Comme je raconte ce que je sais, là je le sais pas. Et Orlando m'a dit que c'est pas vrai. Donc, bien sûr, je pense. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il a effectivement dîné avec elle plusieurs fois. Il l'aimait beaucoup. Il a tenté de lui passer les fesses. Pardon, il a tenté de lui passer les fesses. Elle avait beaucoup d'admiration pour l'homme avant tout. Et si elle l'a suivi en 80, c'est pour l'homme et pas du tout pour l'homme politique. On a Myriam. Rapidement, Myriam, vous nous appelez de Paris et vous êtes fan. Oui, bonjour. Bonjour. Félicitations pour vos émissions. Merci, déjà, Myriam. Premièrement. Et hier après-midi, j'ai regardé le film de Dalida, tranquillement à la maison. Et Dalida, c'est toute ma jeunesse. Je vais en avoir 60 au mois de décembre. Et j'ai encore regardé le faire-part que j'avais eu chez elle pour le jour de l'enterrement pour la Madeleine. Et j'étais à la sortie du cercueil de chez elle. Et donc je suis passée à la télévision, et sur une des cassettes où on voit quand le cercueil sort, je suis près d'un agent en train de lui dire
Monsieur, enlevez votre main, vous me gênez. Et sur François, ils avaient mis une femme est en train de pleurer sur le cercueil de Dalida. Alors que là, à ce moment-là, je pleurais pas. Et enfin, comme j'habite pas loin de la presse, mairie, des fois, je vais au cimetière de Montmartre sur la famille Hamburger, tout ça. Et son studio, il est au 10 rue d'En-Raymond. Et lorsque j'avais entendu la police, parce que je suis près du commissariat du 18e, le nouveau, je dis à mon amie, je sais que Dalida est revenue chez elle. J'ai l'impression qu'elle a dû refaire une tentative de suicide. Ah bon. Et j'avais deviné juste et le fêté. Et je sais que j'avais entendu dire qu'elle était avec un docteur, mais je savais pas que c'était avec celui qui l'avait opéré des yeux. Ah bon, on va pas rentrer dans les détails, Myriam. On arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'était un témoignage de fans. On en a plusieurs qui ont appelé. Au-delà des fans comme Myriam ou comme Henri, il y a vraiment dans la population française une passion pour elle. Mais ça va de grand-père en petit-fils. Où on a suivi Dalida, on chantait Bambino, la France bambinait à 57, et en 2007, la France continue à suivre les chansons de Dalida. Et Bambino, tout le monde est capable de reprendre en chœur. Votre chanson préférée à vous, Jacques? Moi, je dirais, il y a comme disait Mistinguett, mais ça c'est mon côté parisien, le Lambeth Walk, et puis Mourir sur scène, qui est une très belle chanson. Il suffit de l'entendre une fois pour la garder pour garder la mélodie. Déjà. Et vous pensez que vous nous l'avez dit. Les grilles de ma maison, on pleure. C'est tellement. Je veux dire, la robe blanche, les cheveux, elle est là, puis elle fait le geste. Vous savez, elle avait étudié. Ça, comme elle était quand même intelligente aussi, elle étudiait. Vous savez, elle avait une façon de faire. Pour se donner à son public, on disait étonnément présente, étrangement absente. Et elle se donnait comme ça au public, ce que faisait pour ouvrir ses mains. Et après, comme elle les ramassait comme ça, les ramassait sur son cœur. C'est elle qui l'a inventé. Je veux dire, mais on chavire quand on voit ça. Il y a une très jolie phrase dans votre livre. C'était une samba à Rio, un carnaval de Venise en permanence. Je trouve que c'est une jolie description. C'est vrai qu'elle n'était pas facile à vivre pour son entourage. Quand elle se mettait en colère, il fallait la suivre. C'est chez Albin Michel, Dalida par Henri-Jean Servat. Encore une fois, un magnifique texte et des photos inédites qui viennent de la collection d'Orlando. Et le catalogue de l'exposition Dalida, une vie aux éditions Chroniques, Jacques Pessis. L'exposition donc le 11 mai, à partir du 11 mai jusqu'au 8 septembre. Et puis Henri-Jean Servat, on aura peut-être l'occasion de vous revoir pour le Festival de Cannes. Si le Festival de Cannes m'était compté, c'est aux éditions Paris Match avec là encore des photos absolument merveilleuses pour célébrer ce 60e Festival de Cannes. Je crois qu'on le voit mieux comme ça. Merci à tous les deux. Valérie. Et on se retrouve après le journal. À tout de suite. Merci beaucoup.